Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de prendre du temps pour vous connecter et suivre ce webinaire. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amélia Alakrafi. Je suis la députée des Français de la 10e circonscription, donc Afrique subsaharienne et pays du Golfe et océan Indien. En 2020, en mars 2020, au début du Covid, avec plusieurs personnes sensibles à la solidarité de nos compatriotes, on a créé la Fédération des bienfaisances parce que, après 2 ans et demi de terrain, je me suis rendu compte que toutes les autres associations sont fédérées, donc UFE, ADFE, les accueils avec la FIAF, les chambres de commerce, tout le monde était fédéré. Et quand il s'agit de la solidarité pour nos compatriotes les plus fragiles, les plus faibles, eh bien, chaque OLES était dans son coin, dans son pays, pas forcément connu même des Français du pays. Et les OLES entre elles ne se parlaient pas. Et beaucoup de présidents d'OLES souffraient et souffrent encore d'isolement, d'échanges, d'échanges de bonnes pratiques avec d'autres OLES, de visibilité. Et je me suis dit, bah, attends, il faut les fédérer. Donc, on a créé cette fédération. Et depuis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les OLES, en fait, discutent entre elles, hein, donc sur les boucles qu'on a créées, mais aussi on organise régulièrement des webinaires pour rendre, comment dire, apporter une plus-value, à savoir, on a la chance d'avoir des élus très engagés et qui ont créé aussi des OLES qui ont animé des séminaires de comment je vais chercher des volontaires, comment je finance mon OLES, comment je remplis le document staff ou comment je remplis le document pour l'aide OLES, comment j'organise un événement pour lever des fonds. Et on va continuer. Et après avoir écouté, encore une fois, les élus et les associations, on se rend compte et on s'est rendu compte que d'un pays à l'autre, eh bien, il y a des aides sociales qui ne sont pas traitées de la même manière. Donc, on s'est dit, avec Alexandre ici présent, Zaïda ici présent, merci à eux, est-ce qu'on ne ferait pas un webinaire pour remettre à plat une bonne fois pour toutes à quoi nos compatriotes ont droit comme aide sociale? Et j'aime bien rappeler souvent, quand je fais des réunions publiques en Afrique ou dans le Golfe, bah, que ce n'est pas un dû et qu'on est très heureux d'être français et qu'on a une chance inouïe d'être français parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui donne une allocation vieillesse ou pour enfants handicapés ou une allocation d'urgence ou une allocation ou une bourse pour scolariser un enfant en primaire ou au collège ou au lycée. Et on a une chance inouïe. Ça ne veut pas dire qu'on doit se reposer sur nos lauriers. Si on peut continuer à avoir des aides pour les gens qui en ont besoin et vraiment besoin, il faut se battre pour, même si ça va être de plus en plus compliqué sur le budget, mais je suis pas là pour ça, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais qu'on soit tous vigilants pour que les aides dues soient bien données. Et là, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a deux intervenants, Nicolas Jorda, le consul adjoint à Johannesburg, et Florian Bohème, président de la commission des affaires sociales à l'AFE et conseiller des Français du Cambodge. Les deux vont intervenir aujourd'hui. Un, pour vous présenter les aides sociales auxquelles les Français ont droit, et l'autre pour présenter les conseils consulaires, parce qu'on a aussi des sujets sur nos Français, des fois, confondent conseil consulaire, conseiller consulaire qui siège au conseil consulaire et agent du consulat. J'ai promis de ne pas être trop longue, donc je donne tout de suite la parole pour 10 minutes à Nicolas Jorda. Et oui, vous dire aussi qu'on a deux interventions de 10-12 minutes chacune, et ensuite on va prendre une bonne demi-heure, trois quarts d'heure pour les échanges questions-réponses. Donc si tout le monde est prêt et si Monsieur Jorda est prêt, je vous en prie, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, Nicolas Jorda, consul adjoint à Johannesburg, auparavant à Moscou. Je voudrais, propos liminaire, d'abord par des remerciements, commencer. Merci Madame la députée Lacrafi, merci Alexandre, notre conseiller des Français à l'étranger au CAP, qui ont eu la gentillesse de me proposer d'intervenir sur ce sujet. Alors voilà, je me suis préparé, j'ai plein de notes et je vais pouvoir peut-être, j'espère pouvoir éclairer tout le monde de ces aides sociales allouées et attribuées à l'étranger. J'aimerais également remercier la DFAE et sa directrice, Mme Carmona, M. Tranois, son adjoint, et évidemment toutes les équipes de la DFAE qui nous aident énormément,
toujours présent, toujours prompt et disponible. Voilà. Je pense également dans ce cas-là aux équipes de Massas qui nous aident énormément. Voilà, j'ai à mes côtés, et je remercie également Madame Hélène Bizenderout, qui est notre présidente de la Société française de bienfaisance à Johannesburg. Et je me permets également de remercier Valérie Chesneau, qui est donc la trésorière, c'est ça? Exactement. Voilà, et donc pareil, travail de synergie pour employer un mot un peu à la mode. Bon, je pense qu'il tend à se suranner un peu, mais voilà, mais on travaille beaucoup avec la SFBJ et c'est vraiment fort utile. Je pense également à tous mes camarades qui travaillent dans le monde, aux affaires sociales, dans les consulats. Moi, je suis un petit consulat s'agissant du CCPAS. Hein, on a 77 000 euros de budget, mais en tout cas, voilà, je pense à mes collègues à Mada, au Liban, au Maroc, voilà, tous ces gens qui bossent énormément et sur des sujets qui sont souvent très, très sensibles. Voilà. Pour introduire ma petite présentation, j'aimerais commencer d'abord en donnant des chiffres et ensuite un peu en cadrant le système des affaires sociales et des aides sociales qui sont allouées et attribuées par les consulats. En chiffres pour l'année globale, hein, en chiffres pour l'année 2024, on a attribué plus de 15 300 000 euros d'aide sociale. Voilà, exactement 15 363 945 euros d'aide sociale ont été alloués à travers le monde. Voilà. Si je fais une répartition de cette allocation, nous avons des allocations versées aux adultes pour 2 937 allocataires et un montant qui s'élève à 12 478 794 euros. Nous avons également des allocations et aides versées aux enfants, 1309 allocataires pour un montant global de 2 420 300 euros. Et enfin, des aides ponctuelles qui environnent les 450 000, non, qu'est-ce que je dis, 470 000 euros d'aides ponctuelles, allouées et attribuées à certains bénéficiaires. Donc, bon, tout ça pour dire que c'est quand même, ce sont des sommes qui sont assez conséquentes et qu'il fallait, je pense, souligner avant de passer aux aides. J'aimerais également cadrer notre exercice, notre action, hein, puisqu'elle a un cadre. Elle a un cadre qui est particulier, puisque le système français d'aide sociale est un principe de territorialité des mesures législatives. Donc, s'agissant des Français de l'étranger, cette territorialité des mesures législatives ne s'applique pas, mais néanmoins, le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement français a souhaité étendre cette solidarité nationale aux Français de l'étranger. Néanmoins, cette solidarité-là n'est pas génératrice de droits. Donc, il y a des critères d'attribution, des éligibilités, et tout ça encadré par une limite budgétaire qui est celle allouée donc, au programme 151. Et comme je vous l'ai dit, cette année 2024, donc près de 15 400 000 euros ont été attribués. Voilà, ça c'est un peu le cadre dans lequel nous travaillons. Et nous travaillons sur un principe qui est le principe différentiel et sur la base d'un taux de base. Un taux de base, c'est le montant plafond qui est fixé chaque année en commission à Paris et qui témoigne du coût de la vie locale. Et c'est sur ce taux de base que nous allons effectuer ces attributions, ces allocations d'aide à nos Français de l'étranger. Voilà, ça, ce sont mes propos introductifs. Je vais passer donc à la partie un peu plus précise sur les aides qui sont allouées, versées mensuellement et ponctuellement. Donc, on va faire ce petit distinguo entre des aides qui sont mensuelles et des aides qui sont ponctuelles. Les aides mensuelles, elles sont au nombre de 5. Il y a 5 grandes aides mensuelles qui sont l'allocation solidarité, qui pourrait être assimilée à un minima vieillesse, mais bon, sachant évidemment que rien n'est assimilable à ce qui est versé en France. Nous avons des allocations handicapées, qu'elles soient versées à des adultes ou à des enfants. Là aussi, il y a des différences. Il y a le secours mensuel spécifique enfant,
qui vient également aider nos compatriotes. Et enfin, ce qu'on appelle l'allocation à durée déterminée. Voilà, donc voici les 5 aides mensuelles versées donc, comment on appelle ça, nos allocataires, aux allocataires des CCPAS. Je vais rentrer un peu plus dans la spécificité de chacune de ces allocations. Je vais commencer par donc l'association Solidarité avec des conditions d'éligibilité et la modalité des calculs. Donc cette condition d'éligibilité, elle est basée sur la nationalité française, être inscrit au registre des Français. Il faut être âgé de minimum 65 ans. Alors, il y a une limite abaissée à 60 en cas d'incapacité de travail sur présentation d'un certificat médical ou si la législation locale impose le départ à la retraite à 60 ans. Mais ce n'est pas trop la tendance, le départ à la retraite à 60 ans, je vois. Donc voilà, ça, c'est un peu, c'est un peu le cadre des conditions d'éligibilité. Et puis la modalité de calcul, comme je vous le disais en propos liminaire, l'allocation solidarité, c'est une allocation différenciée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a un taux de base, par exemple. Si je prends le cas de l'Afrique du Sud, je crois que c'est aux alentours de 420 ou 421, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça. Donc, en fait, on prend les revenus de chacun, aussi peu qu'ils soient, aussi bas qu'ils soient. Et puis, cette allocation, elle met un plafond. On a un plancher qui sont les revenus, en tout cas, et qui soient des revenus en nature ou des revenus financiers. Eh bien, cette allocation, elle va venir combler cette différence entre le plancher des revenus et le plafond du taux de base. Voilà, ça, c'est le principe de l'allocation différentielle et du taux de base sur lequel est basée cette aide cette allocation solidarité. Donc, toujours pour continuer sur cette petite, sur ces points liés aux allocations, on va passer à l'allocation adulte handicapé. Et pour les enfants, ce sont des conditions d'éligibilité qui sont toujours basées sur la nationalité française, l'inscription au registre. Et ensuite, il y a des différences selon qu'on soit adulte handicapé ou qu'on soit enfant handicapé. Nous prenons pour les adultes handicapés un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. Ce taux d'incapacité, c'est une notification des maisons du département pour l'handicap qui va spécifier l'attribution de cette aide. Et pour les enfants de moins de 20 ans, les enfants ou les jeunes adultes de moins de 20 ans, c'est un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% qui est pris en compte, toujours pareil, sur notification de la maison départementale pour le handicap, et donc qui va spécifier évidemment l'attribution d'une AEH. Évidemment, les consulats sont quand même, ça je vous le dire aussi rapidement, quand même, on accompagne les demandeurs pour les usagers, enfin dans leur démarche auprès des maisons du département pour le handicap. C'est-à-dire que ici, on fait partout dans le monde d'ailleurs, tous les consulats, les sections consulaires aux affaires sociales sont tenues, d'accompagner les usagers vers en tout cas pour faire ces dossiers AEH. Là, alors, pour préciser l'aide aux adultes handicapés, l'adulte handicapé, c'est une allocation différentielle. Voilà. Donc, comme pour l'allocation solidarité, elle fonctionne avec le taux de base et elle vient se placer entre le plancher, qui sont les revenus, et le taux de base qui forme le plafond. On peut également cumuler à cette aide adulte handicapé une aide complémentaire, soit l'aide continue ou l'aide discontinue. Ce sont des sommes forfaitaires qui sont attribuées aux personnes handicapées nécessitant l'assistance d'un tiers pour l'aide continue, et des sommes forfaitaires attribuées aux personnes handicapées ayant à faire face à des dépenses médicales particulièrement élevées pour l'aide discontinue. Voilà, ça c'est pour l'aide
à l'adulte. Depuis 2024, il y a un petit changement sur cette mesure de l'AAH, donc de l'aide à l'adulte handicapé. Le salaire du conjoint n'est plus pris en compte, d'accord, dans le calcul différentiel. Donc, pour le plancher, on ne prend plus en compte le revenu éventuel du conjoint, ce qui est quand même une aide substantielle. Voilà. Je vais passer donc plus précisément aux modalités de calcul de l'AEH. Alors ça, c'est l'aide à l'enfant handicapé, qui, elle, n'est pas différentielle, elle est forfaitaire. Et donc, ce forfait, voilà, c'est un montant qui est fixé par le département, donc par le ministère des Affaires étrangères. Il n'y a aucune condition de ressources de la part de la personne qui est à charge de l'enfant, qui a l'enfant à charge. Les revenus des parents sont communiqués, mais de manière tout à fait indicative. Voilà. Pareil pour l'AEH que pour l'AAH. Nous avons des aides complémentaires, qu'elles soient continues ou discontinues, dans les mêmes conditions d'attribution que pour l'aide handicapée adulte. Je continue donc nos aides, nos différentes aides, et puis pour vous parler maintenant du SMSE, qui est donc une aide spécifique et mensuelle pour l'enfant, secours enfant, et donc qui permet de soutenir financièrement un enfant en situation de détresse. Alors évidemment, ces propositions, elles doivent correspondre à des besoins spécifiques et être reposées sur une situation de détresse avérée. Donc, on a évidemment à transmettre un avis circonstancié. Comme toutes les aides, évidemment, on essaie de faire le plus souvent possible, avec nos possibilités, des visites à domicile qui permettent d'établir des rapports et puis des connaissances, des constats, qui nous permettent effectivement aussi d'alimenter, fournir un peu tout ce qu'on doit fournir au département quand il s'agit de faire et puis de proposer aux conseillers des Français de l'étranger dans les CCPAS, ce genre de choses. Voilà. Donc le SMSE, qui permet de soutenir financièrement l'enfant en situation de détresse, a également une condition d'éligibilité. Lui, c'est évidemment, comme tous, nationalité française, inscription au registre, et il faut que les enfants aient moins de 18 ans. Voilà. Le SMSE n'est pas différentiel, lui, il est forfaitaire. Comme l'AEH, son montant est fixé par le département et ne peut être supérieur à la moitié du taux de base. C'est-à-dire qu'on fait un quart, un huitième, un quart et la moitié du taux de base. C'est le maximum. Voilà. Donc après, voilà, il va servir s'il y a de la psychologie à avoir, enfin une intervention de psychologue, des frais médicaux, enfin voilà, il va venir aider la réinsertion peut-être aussi de l'enfant. Pour terminer sur ces aides mensuelles et avant d'attaquer les aides ponctuelles, nous avons l'ADD, qui est l'aide à durée déterminée, qui est, elle, versée pour faire face à une situation exceptionnelle et temporaire. Voilà. Donc, pareil, il y a des conditions d'éligibilité, des modalités de calcul. Cette condition d'éligibilité, on retrouve les mêmes, voilà, nationalité française, inscription au registre, voilà. Et puis, une des conditions, c'est la situation de précarité financière. Voilà. Cette précarité financière, c'est vraiment la base, l'indigence du bénéficiaire va mettre en lumière en fait cette aide. Voilà, la modalité de calcul, elle se fait de manière forfaitaire, elle n'est pas différentielle celle-ci non plus, mais elle ne peut pas dépasser le montant du taux de base. Voilà. Et contrairement aux autres aides mensuelles qui sont, elles, renouvelables dès que chaque fois qu'il est d'année en année, voilà, selon la situation du demandeur, l'ADD, elle, ne peut être versée que sur une période de 6 mois. Elle ne peut pas excéder 6 mois. Ça sera le maximum sur cette aide à durée déterminée. Voilà, donc ça, c'est pour disons les aides, le paquet d'aides mensuelles. Voilà. Je vais maintenant attaquer sur le dernier point, qui sont les aides ponctuelles. Il y en a deux. Il y a les secours occasionnels et les aides exceptionnelles. Alors,
les aides de secours occasionnels, c'est pour les gens qui sont inscrits au registre. Ça, c'est la condition d'éligibilité. L'aide exceptionnelle, l'AEX, ce sont les Français de passage, les Français non inscrits au registre, et notamment aussi les détenus. Donc, je pense qu'effectivement, tu as beaucoup d'aides exceptionnelles qui sont versées dans le cadre des détenus. Et ça, bon, c'est toujours quand même sur décision du département. C'est soumis à l'accord préalable du département. Les aides, les secours occasionnels pardon, vont venir mensuellement pour faire face à une difficulté ponctuelle, mais ça va être comme ça comment on dit, sauf toute situation exceptionnelle qui vont aider certains de nos ressortissants dans le besoin. Ce sont des aides qui peuvent également venir de manière très ponctuelle aider un allocataire du minima vieillesse dans une situation de précarité grave, et voilà, va venir ponctuellement lui mettre peut-être la tête hors de l'eau quand il en a besoin. Voilà pour ce qui est des aides versées par les consulats, gérées par les CCPAS, puisque ce sont au sein des conseils consulaires pour l'action sociale que la plupart de ces aides sont décidées, proposées donc au quorum du conseil, présidé par les conseillers des Français, enfin le président du conseil qui est donc un conseiller des Français de l'étranger, un élu. Voilà, et donc la transition est toute faite. Et c'est ce que j'allais dire, donc vous m'aviez enlevé complètement les mots de la bouche. Donc, chère Madame Lacrafi, je vous laisse la transition vers Florian. Merci infiniment. Alors, ce que je voudrais préciser pour rassurer ceux qui sont peut-être arrivés en retard, c'est que c'était vraiment très intéressant, très précis, très clair. On va vous faire un document récapitulatif qui sera simple, mais qui va tout récapituler, qu'on vous enverra à toutes et tous, et même ceux qui n'ont pas pu participer à ce webinaire. Donc, rassurez-vous, parce que je vous ai vu nombreux à prendre des notes. Vous aurez un récap qui sera clair et précis. Les questions, donc, on répond après l'intervention de Florian. Et encore merci, Monsieur le Consul, et à toi, Florian. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la députée Amina Lacrafi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, je suis désolé s'il y a un peu de bruit autour de moi, parce que, comme vous l'avez précisé, j'habite au Cambodge et nous avons le début des fêtes religieuses de Tsumben, qui correspond à la fête des morts, qui va durer quelques semaines. Et donc, les pagodes sont en effervescence. Mais en tout cas, je voudrais vous remercier vraiment pour l'organisation de ce webinaire. Je crois que c'est la première fois, finalement, que l'ensemble du monde entier est connecté autour des affaires sociales. Ce n'est pas le premier webinaire de la fibre, mais c'est la première fois que tout le monde et toutes les bonnes volontés se rassemblent. Et je crois que c'est aussi l'objectif de cette fédération des bienfaisances et des entraides, c'est de faire en sorte que demain, à la fois les associations, les consulats et les élus puissent mieux appréhender, mieux comprendre les différents dispositifs. Et mon intervention, je vais essayer de la découper en 5 points. La première chose, c'est de revenir quand même un peu sur l'historique des aides sociales. Et on arrivera ensuite au conseil consulaire. Et vous verrez la suite logique, puisque les conseils consulaires sont finalement assez récents. Ensuite, vous parlerez de la commission permanente de l'action sociale, puisque c'est quand même là que se passent beaucoup de choses. Et ça dure une fois par an. Et je vois qu'il y a un certain nombre de membres dans l'Assemblée Zoom qui sont membres de la commission permanente de l'action sociale. Je dirais un petit mot quand même sur la CFE, parce que même si ce n'est pas un dispositif d'aide sociale directe, il y a quand même des catégories aidées à la CFE. Et je pense que c'est important que tout le monde ait ça à l'esprit pour pouvoir aussi promouvoir ce dispositif. Et enfin, j'essaierai de terminer mon intervention par le retour en France, parce que c'est aussi des choses qu'on oublie, mais il y a tout un tas de dispositifs sociaux qui existent en France et sur lesquels on a parfois peu de connaissances ou une mauvaise connaissance. Et c'est pourtant primordial de bien maîtriser ça quand on assure des retours en France, soit directement par les consulats quand les personnes sont fléchées ou alors par les élus ou par les associations. Retour rapide sur l'historique. L'ensemble des aides sociales en France pour les Français de l'étranger a été à peu près dessiné dans les années 80, 82, 84. Et je voudrais juste vous rappeler 3 textes parce que il est vrai que le Quai d'Orsay
rappelle souvent que les aides sociales ne sont pas transposables directement, mais le législateur, tout au long de ces dernières années, a essayé justement d'ancrer ces aides sociales dans une réalité et donc de l'inscrire dans un certain nombre de textes. Et je voudrais donc vous rappeler juste ces trois textes. C'est ce qui finalement met en place les aides sociales. Première chose, le Code de l'action sociale et l'article L121-10-1, pardon. Et je dis simplement ces trois phrases puisqu'elles sont importantes. C'est donc le Code de l'action sociale. Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'État. Ces personnes peuvent bénéficier, sous condition de secours et être prélevées, sur les crédits d'assistance aux Français établis hors de France du ministère des Affaires étrangères et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence. Et le dernier paragraphe de cet article, l'Assemblée des Français de l'étranger, la Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le Conseil consulaire complète sont consultés sur la politique d'action sociale des Français établis hors de France. Ça, c'est le cadre juridique. Et comme vous le voyez, c'est ce qui a permis notamment, petit retour en arrière mais important, les fameuses aides SOS Covid. C'est grâce à cet article qu'il a pu être débloqué par l'État des aides SOS Covid à l'époque. Et Nicolas l'a d'ailleurs rappelé, 15 millions d'euros de budget d'aide sociale. Il faut préciser que le budget global des affaires sociales pour le MEAE, c'est de 16,16 millions d'euros, puisqu'à ces 15 millions, vous ajoutez les 1,4 millions d'euros qui sont versés aux OLES et donc aux organismes de solidarité. Le deuxième article, c'est celui de 92. C'est un décret, le décret 92-437 du 19 mai 92, qui lui porte sur la création d'une commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger. Cette commission permanente, elle se réunit une fois par an à Paris. Et je vais vous lire les deux articles qui sont très courts et vous comprendrez à quoi sert cette commission. Article 1, il est créé auprès du ministre chargé des Affaires étrangères une commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger. Elle est consultée sur la répartition des crédits sociaux et d'assistance du ministère des Affaires étrangères destinés aux Français établis hors de France. Article 2, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger est consultée sur la fixation des plafonds de ressources mensuelles en deçà desquels les Français établis hors de France peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et de l'aide juridictionnelle partielle. Alors, ces dispositifs ont avec le temps évolué, mais c'est bien ces deux textes qui régissent aujourd'hui l'ensemble des dispositifs d'aide sociale pour les Français de l'étranger. Et c'est là-dessus où on arrive sur la fameuse loi de 2013 sur les conseils consulaires et que l'on retrouve donc les conseils consulaires pour la protection sociale. Et comme Nicolas l'a rappelé, ces conseils consulaires se réunissent au minimum une fois par an. En format protection sociale, c'est généralement une fois par an. Et il n'a pas été précisé, et je voudrais marquer un petit temps d'arrêt là-dessus parce que c'est important justement pour la bonne coordination à la fois entre les élus, les associations, mais aussi la DFAE et donc les consulats. C'est que la DFAE reçoit, enfin les consulats, pardon, reçoivent des instructions spécifiques qui sont transmises au poste consulaire et qui donnent en fait un peu, on va dire, les règles du jeu pour la tenue de ces conseils consulaires sur les affaires sociales. Et nous avons obtenu, grâce à l'arrivée de la nouvelle directrice Pauline Carmona, le fait qu'il soit bien rappelé au poste consulaire que ces instructions doivent être partagées aux élus parce que, en effet, on demande au conseil consulaire de pouvoir donner un avis, souvent sur des situations personnelles, et il est bien d'avoir ces règles communes et donc ces instructions. Alors, sur les affaires sociales, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne crois pas qu'elles soient réévaluées tous les ans. Mais de toute façon, le document est quand même à peu près mis à jour une fois tous les 2 ans à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, faut vraiment, moi, j'incite les élus, quand ils ne reçoivent pas ces instructions, à demander, parce que c'est quand même important, avant chaque conseil consulaire, de relire ces instructions. Et c'est finalement, c'est toujours le même modus operandi. On a exactement la même chose si vous suivez pour les bourses scolaires. Donc là, on sort des affaires sociales, mais c'est la même chose pour les bourses scolaires. On a des instructions spécifiques. Elles existent donc pour les affaires sociales et elles existent aussi pour la catégorie aidée de la Caisse des Français de l'étranger. Donc moi, j'invite vraiment les élus à se référer à ces textes parce que ça permet d'avoir un échange fructueux avec les consulats et la DFAE le cas échéant.
Le deuxième point sur lequel les conseils consulaires sont sollicités, et souvent ils oublient, parce que c'est parfois une méconnaissance des textes, c'est que nous avons, en tant que conseillers des Français de l'étranger, la possibilité de rendre chaque année un avis pour la revalorisation du taux de base des aides sociales. Nicolas l'a expliqué, le taux de base des affaires sociales dépend de beaucoup de critères. Pour celles et ceux qui siègent avec moi dans la commission des affaires sociales à l'AFE, on a travaillé sur ces questions. C'est ce qu'on appelle l'échelle Mercer, qui est une agence qui est indépendante et privée de l'État français, qui chaque année remet un certain nombre d'indicateurs économiques selon les niveaux de vie des pays, etc. Et c'est cette échelle Mercer qui sert à définir tout un tas de critères, dont les taux de base par pays. Sauf que les textes rappellent que les conseils consulaires ont la possibilité chaque année de donner un avis motivé pour pouvoir revaloriser ce taux de base. Alors, celles et ceux qui siègent en conseil consulaire savent que ce n'est pas parce qu'on va rendre un avis que celui-ci va être directement appliqué, mais c'est une manière quand même de pousser un certain nombre de dossiers auprès de la DFAE à Paris, puisque l'ensemble de ces avis sur les taux de base sera ensuite examiné par la commission permanente de la protection sociale qui se réunit une fois par an et qui, en fonction du budget, donc là qui est voté par les parlementaires, décide d'attribuer les taux de base selon les pays. Un petit point d'actualité, puisque la députée Lacrafi l'a rappelé, les budgets, ils sont ce qu'ils sont. L'Assemblée des Français de l'étranger se bat chaque année pour justement faire en sorte de revaloriser ces taux de base. Et lors du dernier exercice en mars 2023, on a obtenu du ministre Franck Riester qui revienne sur la décision qui avait été prise de diminuer de 1% l'ensemble des aides sociales pour les Français de l'étranger. Ça, c'est un travail qu'on a mené de concert avec les parlementaires et l'ensemble des bancs de l'Assemblée des Français de l'étranger pour obtenir ça. Mais en effet, voilà, on va dire que les heures sont un peu noires de toute façon et qu'il faut faire avec ce que l'on a. J'ai parlé donc du conseil consulaire, des instructions, des taux de base, des avis à donner. Cette commission de la protection permanente, cette commission permanente pardon, de la protection sociale, donc elle se réunit une fois par an. Elle est constituée d'élus de l'Assemblée des Français de l'étranger au nombre de 3. Elle est constituée de fonctionnaires, bien évidemment, du Quai d'Orsay et aussi des associations représentatives des Français de l'étranger, donc UFE, Français du Monde, et probablement les accueils. Et donc, cette commission, chaque année, se prononce vraiment sur le tableau et sur l'ensemble des taux de base pour les conseils consulaires qui seront donc à appliquer pour l'année à venir. Pardon, je fais juste une petite pause technique avant de passer sur la CFE et sur la catégorie D de la CFE. Peut-être juste revenir aussi donc, sur la déconjugalisation, parce que Nicolas l'a rappelé, c'est vrai que c'est très important, c'est un dispositif qui est nouveau. C'est Catherine Colonna qui a permis ça suite à une résolution de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et il est vrai, il faut le rappeler systématiquement, les aides sociales françaises ne sont pas exportables à l'étranger, mais nous, notre travail à l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est d'essayer justement d'aiguiller le gouvernement et de bien faire en sorte quand même que lorsqu'un dispositif est appliqué en France, on puisse à minima essayer de le transposer pour les Français de l'étranger. C'est ce qui s'est passé pour ces allocations adultes handicapés, puisque le Parlement a voté la déconjugalisation, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre en compte les revenus du couple entier pour attribuer cette aide. Et c'est lors d'une question orale qu'on avait posée à Catherine Colonna qu'elle avait pris cet engagement et que ça a été ensuite mis en application auprès de l'ensemble des consulats. Caisse des Français de l'étranger. Alors, c'est vrai que la Caisse des Français de l'étranger, c'est un dispositif, c'est une caisse d'assurance de sécurité sociale pour les Français de l'étranger qui existe depuis 1978. Je ne vais pas refaire l'ensemble de l'historique parce que ça serait trop long, mais simplement vous préciser que cette Caisse des Français de l'étranger, elle est aussi régie par un certain nombre de textes et qu'il y a notamment l'article L762-6-5 du Code de la sécurité sociale. Cet article rappelle que lorsqu'un Français réside dans un État qui est situé hors de l'Union européenne, qu'il ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter au titre d'adhérent individuel la cotisation mentionnée à l'article, donc c'est la cotisation en fait de la Caisse des Français de l'étranger, une partie de cette cotisation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une partie donc de cette cotisation peut être prise en charge pour les Français de l'étranger. Et je voudrais rappeler, parce que
c'est extrêmement important. En fait, les plafonds qui existent pour pouvoir bénéficier de cette aide sont la moitié du plafond de la sécurité sociale. Et pour cette année, cette moitié de plafond de la sécurité sociale correspond très exactement à 23 184 euros de revenus. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble de vos revenus et si sur un an, vous ne dépassez pas ces 23 184 euros, vous êtes éligible à la catégorie D de la Caisse des Français de l'étranger avec un tarif social de 210 euros par trimestre. Et ces 23 184 euros, ça correspond à 1 932 euros par mois. Donc, vous voyez quand même que ce dispositif social, il est quand même assez ouvert et il peut concerner aussi des classes moyennes. Et on le rappelle souvent dans nos pays en Asie, en Afrique, mais aussi aux États-Unis, l'assurance santé, c'est vraiment le passeport de la liberté pour les Français de l'étranger parce que si vous avez le moindre souci, bien souvent, ça retombe sur les OLES, sur les entraides qui se voient payer des factures énormes d'hospitalisation. C'est le cas notamment pour l'Asie. Et c'est pour ça qu'on fait vraiment cette promotion du dispositif de la catégorie D de la CFE. Un dernier point, et je ne serai pas plus long, sur le retour en France, et on pourra en parler aussi dans les questions. Le Code de l'action sociale en France le dit, puisque nous avons auditionné lors d'une précédente session de l'Assemblée des Français de l'étranger, nous avons auditionné l'Union nationale des centres d'action sociale. Et le Code de l'action sociale en France est très clair, tout ressortissant sur le territoire français. On parle bien de ressortissant, c'est-à-dire que ça peut être aussi un citoyen étranger, mais là, on s'adresse aux Français de l'étranger. Tout ressortissant qui arrive sur le territoire français peut bénéficier d'un enregistrement postal auprès du centre d'action sociale. Et cet enregistrement postal, c'est-à-dire le fait d'avoir une boîte aux lettres fictive, d'avoir une adresse, vous permettra de déclencher l'ensemble des dispositifs d'aide sociale qui peuvent exister. Et ça, c'est quelque chose que les Français de l'étranger oublient souvent. Mais lorsque vous rentrez en France, si parfois vous mettez du temps à chercher un logement ou parce qu'il y a des situations d'urgence compliquées, etc., il ne faut vraiment pas hésiter à indiquer aux Français de l'étranger de se rendre dans le centre d'action sociale de la ville dans laquelle ils sont. Alors après, il y a des règles selon les villes, bien évidemment, mais c'est vraiment la première étape et elle est importante d'être menée. Et sur cette histoire de retour en France, et j'en arrêterai là-dessus, je reviens juste en arrière sur le choix des MDPH. Donc, vous savez, sur les aides pour les enfants en situation de handicap, les AESH. Là aussi, c'est important de rappeler que la MDPH, ce n'est pas systématiquement la MDPH du département de Paris qui peut prendre en compte les dossiers des Français de l'étranger, c'est bien l'ensemble des MDPH. Et on le recommande aussi assez fortement au sein de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il est préférable d'essayer de se diriger vers une MDPH d'un département plus petit parce que cela réduira d'autant vos délais d'attente. Et je donne ça juste comme conseil entre élus, OLES et consulat. Nous avions reçu comme ça, à l'initiative de la secrétaire générale de l'Assemblée des Français de l'étranger, on avait reçu la directrice de la MDPH de la Meuse. Et donc, elle est extrêmement au fait des situations françaises de l'étranger. Donc, si vous avez des dossiers un peu spécifiques et vous ne savez pas vers quel MDPH vous tournez, n'hésitez pas à la contacter. Je pense qu'elle se fera un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup. Merci infiniment, Florian. C'est très utile et très précieux, surtout pour l'information de la MDPH de la Meuse. Moi, j'ai besoin de vous aussi et des autres parlementaires, des Français étrangers, parce que moi, je milite pour qu'on ait une MIPH, donc une maison pour les Français de l'étranger, et pas que départementale, parce qu'on a malheureusement des Français qui ne savent pas à quel MDPH s'adresser. Et on n'a pas 3 millions de personnes connectées sur la visio qui peuvent écouter les très bons conseils de Florian. Donc, si on arrive à convaincre qu'il faut une MDPH dédiée Français étrangers, je pense qu'on aura fait un pas intéressant, mais ça, on en reparlera. Et ça peut faire l'objet d'un futur webinaire si cela vous intéresse. Donc, avant de passer aux questions-réponses, je voudrais vraiment vous remercier encore et vraiment rendre un hommage très, très appuyé au ministère des Affaires étrangères, tous les agents, les consuls, les fonctionnaires, tous les diplomates qui sont très engagés et très aidants à nos élus qui sont vraiment extrêmement précieux sur le terrain et surtout, last but not least, nos associations
qui font un travail comme les élus extraordinaires. Et on a souvent des élus qui sont aussi dans les associations, donc ils font double boulot. Et je pense qu'on les remerciera jamais assez. Et plus on peut leur rendre hommage et plus on le fera. Donc avant de passer aux questions-réponses, je voudrais vous laisser la parole à Priscilla. Je ne sais pas si elle est là, si elle est connectée. Je ne sais pas si vous la connaissez toutes et tous. C'est une femme formidable, mais elle va se présenter toute seule. Et je sais que, en fait, depuis le Grenelle des violences conjugales, je me suis beaucoup engagée en fait, sur les violences faites aux femmes à l'étranger. Et ce qui est pénible, c'est qu'à chaque nouveau ministre, il découvre qu'on a des femmes victimes à l'étranger, des hommes aussi, mais on a vraiment une majorité de femmes, et malheureusement. Et que quand on est violent, la violence ne s'arrête pas à la frontière. Donc enfin, c'est un sujet qui est maintenant adressé de plus en plus. Et on a des femmes comme Priscilla qui ont créé des ONG et qui font un travail formidable. Et je vais te laisser te présenter. Alors, si tu peux essayer de faire ça en 2-3 minutes. Et je pense qu'on peut refaire ce qu'on a déjà fait il y a un moment déjà, un webinaire dédié, mais on refera pour toutes les OLES, parce que je sais que les OLES sont assez, sollicitées parce qu'on a des femmes victimes qui ne veulent pas aller au consulat ou à l'ambassade et ne veulent pas que ça se sache. Et elles sont très frileuses et se disent non, non, mon mari connaît le consul, l'ambassadeur ou un tel, et je ne veux pas en parler, je ne veux pas que ça se sache parce que malheureusement, la honte ne change pas de camp encore. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais elle n'a pas changé de camp. Et du coup, on a des Français qui préfèrent s'orienter vers les associations. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est d'accompagner ces OLES. On en a plusieurs qui sont candidats pour être formés à la première écoute, et ça, on en reparlera aussi. Et je vais te laisser présenter Priscilla. Merci beaucoup, Amélia. Merci pour ta confiance et merci à toutes et tous pour votre présence et pour vos actions aussi. Je dis aussi un coucou à Gilles qui est pas très très loin, je le vois, aux Émirats Arabes Unis. Donc moi, je suis physiquement aux Émirats. J'ai créé Save You, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui est la première plateforme qui est dédiée aux familles françaises établies hors de France qui vivent des violences. Aujourd'hui, c'est un jour symbolique parce que ce matin, on a aidé la 100e personne qui a fait appel à nous en 2024. Donc, on en est quasiment à 300 familles aidées depuis nos débuts en octobre 2022. Et concrètement, on a mis en place un système où on propose une première écoute active grâce à notre pôle d'écoutantes. On a 20 écoutantes qui sont formées, du coup, psychologues, psychiatres ou assistantes sociales, qui ont elles-mêmes eu une première expérience d'expatriation. On ne fait pas d'écoute sans avoir cette première expérience parce que ça pourrait mettre en danger les personnes en donnant des conseils qui ne sont absolument pas appropriés. Et comme Amélia l'a résumé, on est sur des situations qui sont difficiles quand elles sont vécues en France, difficiles quand elles sont vécues dans des zones rurales, très, très difficiles à l'étranger, parce qu'il y a une coupure totale qui est faite avec la famille et les amis, avec les milliers de kilomètres qui les séparent. Dans l'inconscient collectif, on pense qu'on est toutes des expatriés au bord de la piscine avec des cocktails, sauf que ce n'est pas le cas. Souvent, on est plutôt le soutien administratif de la famille et bien plus. Et du coup, on a des violences administratives, des violences financières, pardon, des violences psychologiques. Parfois, les violences ont déjà démarré en France. On pense que ça va s'améliorer à l'étranger. C'est souvent pas le cas. Des fois, elles se déclarent à l'étranger. Là, ce matin, on avait de plus en plus de situations. On avait déjà pas mal, mais par exemple en Asie, où monsieur va avoir une aventure ailleurs et en fait se retrouve un peu pris la main dans le pot de confiture, il se retourne contre madame, elle lui demande de partir et refuse que les enfants partent avec elle. Enfin, il y a vraiment de tout, où il y a même des situations où ça va être une personne qui va rejoindre une personne d'une autre nationalité dans un autre pays et il s'avère que l'étau va se resserrer sur elle et que la situation idyllique qu'elle pensait vivre en arrivant n'est absolument pas la réalité du terrain. Donc du coup, on aide, on soutient ces familles. On a une deuxième bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas si la première était une bonne nouvelle, qu'on a déjà aidé plus de 100 familles cette année, mais voilà, on le fait. La bonne nouvelle, c'est que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et merci Damélia d'en parler, est de plus en plus investi et se rend compte de nos actions. On n'est pas encore sur un soutien, mais on est sur un début de convention, ce qui est un grand pas pour reconnaître nos actions. On a déjà travaillé avec eux sur pas mal de situations, et notamment assez compliquées. On a dû réaliser des rapatriements d'urgence. Donc, les choses avancent, il faut rester positif. Et n'hésitez pas à parler de nos actions, du coup, à vos bénéficiaires, à vos personnes que vous aidez. Et sachez aussi qu'on vous met en avant toutes les OLES du réseau La Fibre grâce à la convention qu'on a passée avec Amélia. Et ces équipes font partie de notre communauté d'entraide The Sorority,
qui aide à ce jour plus de 108 000 personnes dans le monde entier. Donc, de façon très simple, on met en lien avec des associations locales, avec les autorités. On peut rapidement faire une écoute active et pouvoir soutenir les personnes. Donc, n'hésitez pas à en parler. Et vous êtes mis en avant au sein de ces communautés pour que les personnes identifiées dans chacun des pays puissent, comme le disait Amélia, au-delà du consulat et de l'ambassade, où parfois elles ont un peu peur, puissent se rediriger vers vous et pouvoir avoir une première écoute et un soutien sur place. Voilà, merci beaucoup. Et un logement d'urgence. On a des femmes qui proposent une chambre, un lit, un canapé pour 1 jour, 2 jours, 1 mois. Et la solidarité fonctionne. Et encore merci. Oui, un site, David Franck, on va tout vous envoyer. On va tout vous envoyer. Vous aurez tout déjà dans le chat, oui, tu peux mettre. Et puis dans la fiche récapitulative, vous aurez tout. Alors maintenant, je pense que même si on a vraiment beaucoup dérapé, mais c'est pas grave parce que c'était vraiment très utile. Les questions-réponses et je vais laisser Zaïda, si tu es là, en fait, lire les questions et je vais laisser Nicolas et Florian répondre ou Priscilla si les questions s'adressent à Priscilla. Là, moi, j'ai une question plutôt pour le consul. Qu'est-ce qui est considéré comme détresse de l'enfant? Bonjour. Alors oui, il y a détresse de l'enfant. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme détresse de l'enfant? Dans le cas du SMSE, c'est ça. C'est Oui. tout ce qu'on considère, c'est que à partir du moment où les conditions de vie n'offrent pas à l'enfant une santé convenable, un environnement psychologique décent, un accès à l'éducation satisfaisant. Voilà, là, il y a, à mon sens, et je pense au sens des instructions, une possibilité de demander ce secours mensuel enfant. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Merci. Oui, oui, et je ne l'ai pas dit, mais si on peut faire très court aussi dans les réponses. Donc, merci beaucoup encore une fois. Zaïda, il y en a d'autres? Je crois qu'il y en a d'autres. Oui, c'est une question sur le retour. Explication sur le processus avec France Horizon. Nous avons des difficultés à Milan pour le retour de 2 personnes âgées en résidence autonomie, dont une est déjà sans domicile fixe. Qui peut répondre à cette... Peut-être faire un point rapide sur France Horizon, puisqu'en effet, c'est l'opérateur historique du ministère Absolument. des Affaires étrangères qui travaille donc sur les questions de retour en France, de rapatriement en France. Il faut juste préciser que c'est les consulats en fait qui ont la saisine directement de France Horizon. Donc, lorsque des élus ont connaissance de situation, comme systématiquement avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on s'adresse à notre consul. Ça n'empêche pas après de faire un suivi directement avec France Horizon, mais la saisine est directement activée par le consulat pour pouvoir faciliter ce retour en France. Merci beaucoup, Florian. Et France Horizon, on a fait il y a très longtemps une visio avec eux. Je pense qu'il faut refaire parce que c'est un dispositif qui est très peu connu. Je suis partie les visiter plusieurs fois et ils ont 10 lits, 10 chambres dédiées aux Français de l'étranger qui ne sont quasiment pas utilisées. Je crois qu'ils en ont qu'un ou deux. Français étrangers qui prennent en charge. Et la chance qu'on a avec France Horizon, donc cette association créée par le Quai d'Orsay et les ambassadeurs, il y a plus de 30 ans, c'est que une fois que effectivement le consulat a validé la demande, la personne ou la famille est prise en charge. Donc là, le billet d'avion est pris en charge, la famille ou la personne est récupérée à l'aéroport, emmenée 48 heures ou 72 heures dans leur centre près de Paris, et ensuite pendant jusqu'à 2 ans, logée dans un vrai appartement, dans une vraie résidence, et ça leur coûte 10% de leurs revenus. Et pendant 2 ans, ils sont accompagnés sur les CV, apprendre à lire pour un des parents si besoin, scolariser les enfants. Enfin, c'est juste exceptionnel et pas connu. Donc, un grand merci encore une fois au Quai d'Orsay d'avoir pensé à une telle solution. Et aujourd'hui, vraiment très peu de personnes connaissent ce dispositif. Question suivante. Est-ce que pour la MDPH, est-ce que c'est le consulat qui oriente pour le médecin, pour le certificat? Alors, pour la NDPH, le consulat va
va d'abord et avant tout aider le demandeur à monter son dossier. Voilà. Alors, est-ce que c'est spécifiquement sur le médecin ou pas? En tout cas, je ne peux pas répondre là-dessus. Moi, ce que je sais exactement, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider le demandeur à monter ce dossier qui permettra à la MDMH de délivrer une carte. Et donc, ils peuvent aller dans n'importe quel enfin, c'est pour dire, enfin, pour répéter ce que disait ou souligner ce que disait Florian. Voilà, il n'y a pas une MDMH spécifique. Hein, on peut faire ça sur toute la MDMH sur le territoire français. Voilà. Il y a d'autres petites questions dans le chat, mais c'est possible que les personnes qui lèvent la main posent les mêmes questions. Du coup, je te laisse faire le suivi des mains levées. Alors, j'ai plusieurs mains levées, donc on va vous donner la parole. Hein. On commence par Geneviève. Oui, bonjour. Moi, je reviens sur l'allocation enfants handicapés. On disait tout à l'heure que les taux de base étaient revus généralement, mais il me semble que cette allocation, elle n'a pas bougé depuis 20 ans. Et on a beau demander en conseil consulaire une revalorisation, malheureusement, on n'a jamais eu un retour positif de ça. Pourquoi? Voilà. Et un deuxième point, puisque j'ai la parole, sur la détresse des enfants, c'est surtout en général quand les parents décèdent et que les enfants deviennent orphelins, les règles ne sont pas forcément les mêmes à l'étranger qu'en France. Donc on se retrouve avec des enfants qui sont tout seuls, pris en charge éventuellement par un parent. C'est surtout ça le caractère de détresse premier qui va avec l'allocation qui suit. Voilà, si quelqu'un a une solution pour l'AEH ou une réponse, j'aimerais bien avoir une réponse. Merci. Qui souhaite répondre? Alors, l'AEH, moi, je veux bien répondre. Et je pense que Florian aussi a peut-être des éléments à donner, évidemment. Pour la revalorisation du taux de base, c'est un peu un problème qui est, je pense, transversal. Hein, voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, l'AEH, c'est forfaitaire. C'est le département qui fixe ce montant. Et il est effectivement, il y a ce taux de base. Mais la problématique du taux de base, je ne sais pas si on peut en discuter. Hein. Il parlait tout à l'heure de Mercer. Enfin voilà, il y a comment on évalue le niveau de vie, qu'est-ce que le coût de vivre, ça veut dire. Enfin, en tout cas, voilà, sur la question, il y a plusieurs réponses et il y a plusieurs questions dans la même question. En tout cas, si on parle que de la revalorisation du taux de base pour faire en sorte que l'AEH soit peut-être plus importante, bah, il faut parler de la revalorisation du taux de base et ça, je pense que c'est un problème de fond que nous observons tous dans n'importe quel pays. Voilà. Pour l'enfant en détresse, je suis d'accord avec madame. Néanmoins, tous les SMSE que nous délivrons ne concernent pas des enfants orphelins. Il y a beaucoup de SMSE ici. On a, je crois, une dizaine de SMSE et ce n'est pas forcément des enfants. En tout cas, je n'ai pas d'enfants orphelins dans mon SMSE. Je n'en avais pas non plus à Moscou. Mais néanmoins, c'est vrai que le SMSE pour enfants en détresse, évidemment, sur les orphelins, tombe sous le sens. Voilà. Merci. Merci. Abraham. Bonjour et merci pour cette vidéoconférence. Ma question porte sur qui détermine le montant des enveloppes concernant l'aide sociale. Et la deuxième question, c'est quand se réunit le CCPAS? Y a-t-il une règle comme la commission des bourses? Y a-t-il une date fixée par un calendrier? Voilà. Peut-être Florian peut répondre, s'il est toujours là. Non, apparemment il est parti. Monsieur le consul.
Alors, non, si tu veux, Zeda, je peux répondre pour la commission. Oui, alors je ne sais pas si vous allez bien euh, m'entendre parce qu'il y a un peu ah, d'orage, mais vas-y, je pense que c'est plus Nicolas qui peut répondre sur les mécanismes. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. ouais, on t'entend pour rien. Oui. Bon. Non, Alors, non, je disais que j'ai un peu d'orage ici, donc je ne sais pas si ça passe forcément, mais en tout cas, voilà. Euh, le budget en tant que tel, c'est-à-dire qu'on va dire, non, ça coupe. Je crois, monsieur le consul, que c'est à vous, parce que ça coupe chez Florian. Alors, bah écoutez, pour le budget de l'action sociale, c'est un budget qui est préparé en amont et qui va rentrer dans le cadre de la négociation sur le budget du ministère des Affaires étrangères sur un programme qui est le programme 151 et comment il est abondé. Évidemment, il est abondé avec des besoins qu'on remonte, soit parce qu'il y a effectivement des besoins mensuels qui sont renouvelés en CCPAS. Et donc, effectivement, ce programme 151, ce programme qui est dédié aux affaires étrangères, à l'aide consulaire et notamment donc à l'action sociale, voilà, est abondé sur le budget du ministère des Affaires étrangères avec après comment on appelle ça les besoins affirmés par le département. Ça, c'est le premier point. Pour ce qui est du CCPAS, on a un CCPAS par an ils viennent en général se tenir à la fin, le dernier trimestre, lors du dernier trimestre de l'année. Voilà. Et il vient donc, en tout cas, il rentre à ce moment-là les besoins de l'année à venir sur ces demandes d'aide sociale. Il faut dire qu'effectivement aussi, entre le CCPAS qui a lieu N-1 dernier trimestre et le CCPAS qui aura lieu N+1, il y a des demandes, il y a des choses qui arrivent, il y a des, euh, des usagers qui ont des besoins. Et ça, c'est un travail entre nous, Massas, le ministère des Affaires étrangères, la DFAE, qui va venir nous aider à trouver des moyens de répondre à ces besoins. Et également, et là, je laisse l'espace à nos sociétés de bienfaisance qui peuvent également venir nous aider à régler de nombreux problèmes entre deux CCPAS, N-1 et N+1. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais j'ai l'impression. D'où l'importance de la bonne relation entre les associations, les sociétés de bienfaisance, les OLS, et le consulat. Alors ensuite, dans l'ordre, Gilles, Kingé et Catherine. Oui, bonjour, merci. Les gars, je ne sais pas si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Oui, On ok. t'entend en moyen. On m'entend moyen. Je crois faire mieux, malheureusement. Ça va être compliqué de faire mieux, mais bon, je vais essayer. J'avais une question surtout pour monsieur le consul, et notamment, nous, ici aux Émirats, malgré ce que les gens peuvent en penser, nous avons quelques familles qui sont en réelle difficulté, et depuis de nombreuses années. En tant que conseiller des Français de l'étranger, donc je fais un point tous les 3 4 mois avec le consulat, mais à aucun moment le consulat a émis l'idée d'une aide mensuelle ou ponctuelle envers ces familles. Pourquoi? Alors, évidemment, le consul va me répondre, je ne sais pas, mais ça m'embête Alors, de ne pas savoir pourquoi vous le faites et d'autres ne le font pas automatiquement. d'accord. Alors, d'abord, je ne sais pas. C'est difficile de répondre à cette question parce que j'ignore complètement le cadre, quelles sont les relations, quelles sont les situations de ces. En fait, nous avons des familles qui sont quasiment prises en otage ici, puisque ça fait 3 4 ans qu'elles ont plus qui sont en situation d'irrégularité, donc pas d'Emirates Saoudis, pas de visa, elles ont été flouées par des entreprises, et elles se retrouvent prises dans un engrenage où elles ne peuvent plus quitter le territoire parce que ça coûte trop cher, et on ne peut pas les aider autrement que par des associations. Mais Alors j'entends déjà, de votre
Est-ce qu'elles ont fait les demandes? Parce que Oui, oui, l'aide nous n'est pas faisons les demandes automatique. pour Est-ce elles. qu'elles ont fait les demandes? Est-ce qu'il Je, le CCPS s'est réuni? je fais les demandes pour elles. J'ai appelé souvent le consulat à leur sujet. Je prends quotidiennement des informations sur ces familles, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, si ce genre d'aide mensuelle ou ponctuelle sont forcément connues par le consulat, pourquoi elles ne sont pas posées au conseiller des Français qui amène ces familles et qui juge lui-même déjà de l'état de détresse de ces familles. C'est ça Moi, que je je ne propose comprends qu'on pas. fasse une visio avec les élus des Émirats et le consulat. Non, mais l'autre consulat vient de changer actuellement. On a un nouveau consul général de France. Donc ça va changer, mais ça explique aussi pourquoi notre LES, la Maison des Français, met tant de temps à faire surface. Ça explique beaucoup de choses. Et merci, monsieur le consul Nicolas Jorda, parce que vous avez été hyper clair. Et c'est bien la première fois, et ça fait quelques années que je deal avec le consul, d'avoir autant de clarté dans tout ce qui est aide sociale. Cependant, je suis moi très très surpris de voir qu'il n'y a pas de mécanisme de mis en place lors des CCPS, par exemple, euh, euh, ou lors de discussions à l'émission des conseillers vers le consulat. Mais en tout cas, cette réunion-là m'a apporté au moins ça, c'est que, et je remercie aussi Madame la sénatrice Richard qui est dans le coin, j'ai vu passer, parce qu'il y a des choses qui viennent d'elle. Et honnêtement, merci Monsieur le Consul, vous m'avez apporté beaucoup d'éléments à ma prochaine réunion avec le Consul général de France. Et tu auras tout ça dans un document récapitulatif. Ah, c'est merveilleux. Kingé, Merci en tout cas et au revoir à tout le monde. on t'entend? D'accord, merci. Non, simplement sur cette question, parce que c'est vrai que Nicolas a précisé que dans son pays, notamment, il n'y a pas forcément d'orphelins, etc. Le Cambodge est un des postes consulaires au monde avec le plus grand nombre d'orphelins dans la communauté française. Tout simplement parce qu'on a une pyramide déjà assez simple. Les plus de 60 ans correspondent à 25% de la communauté française et les moins de 18 ans correspondent à 25%. Donc, c'est souvent le cas de personnes qui viennent refaire leur vie dans le pays de résidence et qui finalement oublient un certain nombre de règles élémentaires et malheureusement, le droit français est quand même assez clair. Si vous êtes conjoint, c'est-à-dire si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas pacsé, il n'y a pas d'accès au droit. C'est quelque chose assez difficile à entendre pour les Français de l'étranger, mais il faut le rappeler systématiquement parce que de toute façon, un consulat ne se basera que sur les instructions qu'il a et il ne peut donner une prestation sociale, quelle qu'elle soit, à un conjoint et encore plus s'il est étranger, c'est pas possible. Donc, charge après à l'entraide ou à la bienfaisance, selon ses statuts, de décider, si vous avez, etc., de pouvoir aider directement la famille. Mais si la famille n'a pas la nationalité française, ça va être très compliqué. Et si la famille n'a pas de lien marital avec la personne qui est décédée, là, c'est encore plus compliqué aussi, puisqu'il n'y a pas de droits qui peuvent être ouverts d'une. Bon, on l'a perdu. Oui, effectivement, mais là, dans ce cas-là, les enfants sont français. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec France Volontaire quand même. Alors, il faut faire il y a quand même un point à préciser. Là, je suis vraiment merci Florian d'avoir souligné. C'est que le problème en matière de visa, même le PAX, ça n'est pas qu'on appelle ça, un dispositif qui permet de délivrer du visa long séjour conjoint. Donc là, on va se heurter à pas forcément évidemment une situation de vie dramatique, mais on se heurte aussi à une règle. Et une règle qui nous oblige tous avec aussi les autres États membres de l'Union européenne et les règles Schengen. Voilà, donc c'est vrai que pour certaines demandes de visa, il y a certaines obligations, et notamment si on veut du visa conjoint. C'est vrai que le concubinage et le PAX ne rentrent pas en ligne de compte, et c'est vrai que bon, mais
c'est dramatique, hein, mais ça, c'est la réalité qui s'impose au consulat. C'est pas c'est une réalité de légale. Bon, ok, je veux bien comprendre, hein, mais ici, par exemple, on est dans un cas où le fait que sa conjointe n'ait pas eu le visa, lui, il n'a pas pu partir en France avec 3 gamins, sachant qu'il était malade et devait se faire. Donc, j'ai envie de dire, le fait de ne pas avoir eu de visa, ben, ça lui était fatal, en fait. Parce il serait parti en France avec sa conjointe, il serait pas mort d'un euro palu. Ouais, on en reparlera quand je viendrai, King. C'est vrai que c'est un cas dramatique et malheureusement, malheureusement, ça arrive et je pense que ça arrivera encore. On peut pas, enfin, il y a des choses qu'on peut pas prévoir et je pense qu'on fait tous notre maximum. Je sais que les consulats aussi font leur maximum et des fois ça fonctionne, d'autres fois ça fonctionne pas, mais on en reparlera. Catherine et ensuite j'ai une autre personne, mais j'ai pas le nom qui est affiché. Denis. Denis, ok. Alors je pense, et Denis, alors vous serez le dernier. Et après, je vais laisser, parce qu'on a déjà pas mal dérapé sur le temps, et je laisserai notre merveilleux Alexandre conclure. J'y vais? Ouais. Ouais, bon, j'y vais. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de parler un peu vite. D'abord, sur l'information des affaires sociales aux Français, il y a quand même, alors il y a Olivia je crois, qui est là, mais il y a la SFE, il y a Amélia qui envoie des newsletters, des lettres à tous les Français de la LEC régulièrement. Malheureusement, personne ne les lit, alors que toutes les informations souvent sont dessus. Non, mais moi je dis aussi, les Français ils disent oui, on fait rien, seulement ils n'ouvrent même pas les mails. Et moi, quand j'étais en réunion là, avec Caraccueil la semaine dernière, je leur dis, voilà, si vous voulez des infos très précises, en général, les newsletters transpartisanes sont super bien faites et ce serait bien de les ouvrir, comme ça, vous seriez plus informés. J'ai la chance d'avoir un consulat qui fonctionne bien au niveau des affaires sociales. Nous sommes très bien informés et moi, je l'informe à mon réseau de gens qui sont sur mes WhatsApp. Voilà, mais je conseille quand même à tout le monde, en tous les cas, à tous les conseillers de dire à nos électeurs et pas électeurs d'ouvrir les mails, ils seront informés de plusieurs choses qui pourraient les intéresser. Non, j'avais juste une question pour Save You. Je voulais savoir si, parce que moi je sais je suis contactée par quelques femmes ici. Quand je vis dans un pays musulman où c'est pas toujours évident, et il y a beaucoup d'islamistes qui sont en détresse avec leurs enfants. C'est très compliqué. Je voudrais savoir si quand elles reçoivent un contact à Save You d'une femme qui est en détresse, est-ce qu'elles informent les conseillers des Français de l'étranger systématiquement ou non? Première chose. Deuxième chose, quand on demande des maisons d'accueil, qui les demande et l'association demande à quelle personne de leur trouver ces maisons d'accueil? Parce que quand même, moi, je n'ai jamais reçu, et je sais qu'ici, il y a beaucoup de femmes en détresse, je n'ai jamais reçu de leur part. Et étant sur place, on a quand même, nous, les contacts de personnes qui pourraient éventuellement les aider. Voilà, j'ai fait le plus vite possible. Merci beaucoup pour votre question. Alors, quand on a une personne du coup qui nous contacte quoi qu'il arrive, à chaque fois, elle a un message de notre part qui lui demande de remplir un formulaire. Comme ça, on a toutes les informations concernant la personne, ses enfants, potentiellement la personne violente, sa situation, ce qu'elle a déjà réalisé et ce sur quoi elle veut se rediriger. Donc, une mise en relation avec un juriste, un avocat, une association locale. Si la situation est bloquée, peut-être qu'on peut débloquer aussi des choses auprès du MEAE. Mais en tout cas, d'abord, elle a ce document et on lui demande si elle a pris contact ou pas avec son ambassade son ambassade ou son consulat pour les tenir informés de sa situation et du fait qu'elle est soutenue par notre association. Donc comme ça, il y a un premier lien qui est fait. À minima, l'ambassade ou le consulat sont au courant et si on est amené à rediriger, aller vers le MEAE, nous, on n'est pas du tout en lien avec le consulat et les ambassades. C'est vraiment le cadre de nos actions qu'on a acté avec le MEAE. C'est eux qui vont redescendre les informations. Donc si on avait besoin, en tout cas, c'est eux directement qui vous contacteraient, c'est pas nous, parce qu'il y a énormément de contacts et on ne veut pas non plus brouiller tous les schémas d'action qui sont établis. Ensuite, quand elle demande du coup des associations locales, ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà au sein de notre communauté pas mal de personnes qui sont sur place, du coup, qui connaissent des associations, qui nous tiennent informés des associations qui sont efficaces et qui sont sûres, et du coup, qu'on va mettre en avant. Donc, on peut les mettre en avant sur notre carte, vous pouvez les regarder. Et d'ailleurs, on est en train d'avancer, comme je vous disais, avec le MEAE, et ça va faire partie des actions qu'on va mener. Il y a une page
actuellement qui est mise en ligne avec toutes les associations qui sont identifiées du coup par tous les consulats, les ambassades et les entités, sauf que ce document doit être mis à jour. Normalement, il doit être mis à jour dans les 2 prochains mois. À partir du moment où il va être mis à jour et du coup, on aura finalisé la convention, l'idée, c'est qu'on récupère du coup toute cette base, toute cette liste et qu'on l'implémente dans notre base pour qu'on puisse rediriger vers ces associations locales et qui sont avec des informations qui sont actuelles. Donc, vous n'aurez jamais, pour vous répondre, de contact de notre part parce qu'on est en lien direct avec le MAE. C'est vraiment le cadre qui est défini. Et ces personnes, par contre, on leur demande de prendre contact avec vous pour que vous soyez au courant qu'on est en train de les soutenir et les aider, quoi qu'il arrive, si elles le souhaitent. Mais vous, les élus, vous pouvez contacter l'association. Oui, on a énormément Et de consulats et d'ambassades qui redirigent et d'élus qui redirigent vers nous. Je dirais que aujourd'hui, 70%, c'est grâce à vous que les personnes connaissent nos actions et du coup qu'elles arrivent vers nous. merci. Oui. Denis? Oui, bonjour, Denis Glock. Donc, je suis au Costa Rica. Je suis à l'AFE et je suis aussi représentant à la commission permanente pour l'action sociale. C'est à vous que je m'adresse, Madame la députée, afin qu'on puisse avoir enfin un budget qui puisse satisfaire les besoins. Je vois qu'il y a beaucoup de commissions qui ont des budgets qui finalement arrivent à la fin avec des reliquats. Nous, on n'a jamais de reliquats. On gère la misère, on répartit la misère dans le monde chaque année et c'est très pénible parce que derrière ces chiffres, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont faim, qui ont besoin de soins, qui ont besoin de vivre dignement et malheureusement, on n'en a pas les moyens. Parce que le budget qui est alloué n'est pas suffisant. Donc, c'est à vous que je m'adresse afin qu'on puisse avoir un jour une réunion où on voit des augmentations pour les bénéficiaires des allocations sans avoir à prendre à quelqu'un dans un certain pays pour redistribuer dans un autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Denis, pour déjà ce que vous faites pour vos compatriotes. En fait, je me fais pas moi tellement d'illusions. Les années qui vont arriver, celle-ci et les autres qui vont arriver vont être difficiles concernant le budget. Je peux pas, je n'ai jamais fait de fausses promesses et c'est pas mon truc. Quitte à dire des choses qui plaisent pas, ça me fait mal, mais je pense qu'il faut le dire quand même. Je ne pense, même si je vais le faire, chaque année, je demande du budget en plus pour le programme 151 et d'autres. Et chaque année, on a des fins de non-recevoir. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je sais que avec d'autres collègues députés, on demande notamment d'aller chercher, pas dépouiller d'autres pays qu'on a besoin, mais on a sur certains programmes, il y a des dépenses qui ne sont pas faites complètement. Il y a des enveloppes qui ne sont pas dépensées complètement. Donc peut-être que sur les enveloppes qui ne sont pas utilisées entièrement, voir dans quelle mesure, pour le social, on peut faire quelque chose quand les gens sont malades, ont faim, ou vraiment on est dans de la misère sociale. Parce que peut-être que c'est un tort, mais moi je sais que je me plains souvent quand je vois qu'on peut avoir du staff pour financer la rénovation d'un cimetière. Je m'y suis opposée, même si la dignité du cimetière et rendre hommage à nos morts, c'est important, et ça, clairement. Mais quand on a à côté des enfants qui meurent de faim ou des gens qui ont vraiment des besoins de base auxquels on ne peut pas répondre, moi, ça me gêne qu'on aille financer soit un mémorial, même si le devoir de mémoire, encore une fois, il est très important pour la Première et Deuxième Guerre mondiale, mais je préférerais qu'on puisse orienter vers le social et des gens qui souffrent et qui, dans leur dignité, ne peuvent pas manger ou étudier ou se soigner. Donc moi, si vous voulez, ce sujet-là tout seul, on peut essayer de regarder ensemble et de voir avec l'administration si on a des personnes qui ont envie d'avancer avec nous et pour trouver des solutions ou des mécanismes. Et après, si peut-être par la loi, on peut toucher aux mécanismes pour qu'un budget puisse basculer sur un autre. Je ne suis pas sûre que ce soit faisable aujourd'hui, mais voir s'il y a des choses qui existent. Et moi, je veux bien travailler avec les bonnes volontés qui ont envie de le faire avec moi et d'autres, et de manière transpartisane. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, je pense que je peux pas, on n'a pas d'argent magique et on en aura de moins en moins. Et moi, ce que je prie,
et ce qu'on fera tous, nous, je pense, les 11 députés des Français étrangers et les 12 sénateurs des Français étrangers avec qui on travaille beaucoup, c'est qu'au moins on ne touche pas au budget, au programme 151 pour 2025. Je vais laisser la parole à Alexandre parce que je pense que tout le monde s'en va petit à petit, même si on est encore très nombreux. Je vais laisser la parole à Alexandre pour conclure. Merci, Madame la députée. Juste, alors ça va être une conclusion assez positive. Ce que nous a montré ce webinaire, c'est qu'en fait, on est un triptyque, hein, OLES, consulat et élus. Et que en Afrique du Sud, on dit stronger together, mais je le crois. Donc, travailler ensemble, ça permet de régler des situations des Français de l'étranger le plus vite possible, des plus vite possible. Donc, voilà, ça prouve que travailler ensemble, on fait des miracles. Souvent, on sauve la vie des gens. C'est important de le souligner. D'abord, pour mes collègues, comme je suis responsable du NOLES, je les demande, contactez vos élus parce que vos élus peuvent vous aider, peuvent vous appuyer. Rejoignez la fibre, c'est gratuit. On est force de proposition. On est là à votre écoute pour essayer d'améliorer ce réseau. Plus on sera nombreux, plus on aura de poids aussi auprès des autorités du ministère, ce qui est important. Et on en a de plus en plus. Donc, rejoignez-nous, c'est gratuit. Proposez-nous des thèmes. On a une newsletter où on vous met en avant pour décrire vos initiatives parce que plus on a d'informations, plus ça nous inspire. En tout cas, moi, ça m'inspire, hein. Et à mes collègues élus, parce que je suis aussi élu, c'est essayer, je sais que la majorité le font, mais souvent de prendre le temps pour les OLES. C'est du social, c'est pas forcément sexy, et c'est en travaillant ensemble qu'on peut faire beaucoup. Rejoignez-nous, c'est vraiment important, on a besoin de vous. Proposez-nous des thèmes, vous voulez participer, vous voulez organiser, n'hésitez pas. Un remerciement spécial pour Nicolas, le consulat adjoint à Johannesburg, qui est mon consulat adjoint, donc merci. Florian Bohème, merci. Florian qui est aussi à l'initiative des assises de la sécurité sociale qui vont avoir lieu. Enfin, il pousse pour que ça ait lieu et je connais sa ténacité, donc ça aura lieu. Donc les élus et les OLES seront mis à contribution. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Plus on est, mieux c'est. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.